Alors pourquoi ai-je choisi Nantes et Rennes? Parmi les 30 villes qui composent en quelque sorte le patrimoine urbain de la Bretagne, 30 villes d'origine antique, d'origine féodale ou d'origine monastique, avec Saint-Brieuc par exemple, Dole et d'autres, eh bien Nantes et Rennes sont incontestablement les plus importantes. Ce sont deux villes d'environ 14 000 habitants, ce qui les place bien évidemment après Paris, après Rouen, après Tours, après sans doute aussi Poitiers, mais ce qui les place aussi avant Angers, avant Grenoble, avant Besançon, avant toute une autre série d'autres localités. Ce sont des villes importantes, tant par leur superficie. Au XVe siècle, Rennes atteindra 62 hectares enclos, plus les remparts, plus les faubourgs. Nantes est une ville plus petite dans sa clôture, 24 hectares, j'allais dire seulement, mais ses faubourgs sont extrêmement étendus. Ces villes sont importantes dans l'esprit des Bretons et de leur souverain de la dynastie des Montfort. Dynastie des Montfort qui arrive au pouvoir en 1364 après une terrible guerre civile, la guerre de succession de Bretagne, et dynastie que nous mènerons jusqu'au mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII. Donc une période d'un siècle extrêmement riche sur le plan urbain. Alors ces villes sont importantes, je vous ai dit, dans la mentalité bretonne. Les chroniqueurs, tout comme les ducs dans leurs écrits, parlent de nos grandes et belles villes, de nos villes riches et populeuses, de nos villes connues de toute antiquité. Et ils ajoutent à propos de Rennes et de Nantes, les souveraines cités de Bretagne, c'est Froissart qui en parle, où nous prenons nos habits ducaux et royaux. Je ne fais pas d'erreur en utilisant le terme royal. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Ce sont des villes que je vais voir à travers 3 thèmes. Le premier thème sera consacré à leur passé, ce que recouvre la formule dans les actes de toute antiquité. Mon second thème sera consacré à l'essor topographique de ces villes, un essor de façon spectaculaire à l'époque de Jean IV, de Jean V, jusqu'au duc François II, jusqu'à la duchesse Anne. Je crois, et j'insisterai sur ce point, rares sont les exemples en France de villes qui ont connu une pareille expansion. Enfin, je terminerai sur les problèmes que cette expansion a posés, problèmes socio-économiques, financiers et politiques. Comparer ces deux villes est une chose faisable parce que nous avons une belle documentation. Alors que la documentation bretonne est assez pauvre pour le XIIIe siècle et pour le XIVe siècle, elle devient brutalement très riche. Nous avons bien entendu les sources habituelles, que les chroniques, les narrations habituelles, les documents administratifs que l'on trouve dans toutes les séries G et les documents ecclésiastiques que l'on trouve dans les séries G et H, que vous connaissez. Mais, et c'est là l'importance, ces deux villes bretonnes possèdent des comptes municipaux, dits des comptes dits miseurs. Les miseurs, ce sont des comptables. Ils font des mises, des dépenses. Et ces documents municipaux sont représentés par des comptes. Les comptes de la ville de Rennes commencent en 1418 et sont pratiquement ininterrompus. Vous m'entendez bien, ininterrompus jusqu'au XVIe siècle, se poursuivent au XVIe siècle. À une exception de 10 ans, mais il y a eu des résumés sur ces 10 ans à cause d'un incendie. Nantes a moins de chance.
Nantes a une belle documentation de misère à partir de 1443. Mais à ces documents, à ces comptes, s'ajoutent des pièces annexes. Par exemple, les comptes des contrôleurs qui étaient chargés de vérifier la comptabilité des misères. Et puis nous avons aussi, chose absolument exceptionnelle, des devis de construction militaire, des devis de tours. Nous avons des états de finances, c'est-à-dire des prévisions budgétaires. Nous avons des testaments. Nous avons des aveux, des déclarations de biens, donc une documentation absolument unique. Voilà ce que nous avons pour étudier ces villes. Je vais commencer rapidement par, avant de me lancer dans l'étude proprement dite, par vous présenter ces deux villes, rapidement. Alors, je vais faire mes essais. Voilà la première ville dans sa reconstitution. C'est la ville de Rennes. Cette ville de Rennes comprend 4 parties que nous étudierons. Alors, je résume. Première partie, la vieille cité d'origine gallo-romaine, centrée sur la cathédrale qui est ici, sur le bâtiment des Halles qui est là, et puis sur une série de portes, dont la plus importante est la porte Mordelès, où les ducs prenaient précisément leurs insignes royaux et ducaux. Cette enceinte de 9 hectares a duré dans l'histoire de l'Antiquité jusqu'au XVe siècle. Elle existait encore au XVe siècle. La deuxième partie, au cours du XVe siècle, le faubourg de la Ville-Neuve, ce faubourg de la Ville-Neuve a été à son tour enclos. Ce faubourg de la Ville-Neuve comprenait 3 pôles de civilisation, 3 pôles citadins. Vous aviez ici, chronologiquement, vous aviez l'abbaye Saint-Georges, l'abbaye bénédictine de Saint-Georges, vous aviez l'église des franciscains et vous aviez l'église paroissiale de Saint-Germain. Et puis une très grande artère qui partait de la cité, c'est l'artère principale et des artères secondaires, c'est la rue Neuve et ses prolongements, c'est la route qui est prolongement extérieur, c'est la route de Paris. Mais au fur et à mesure de son extension, la ville se construit aussi au sud de la Vilaine. C'est ce qu'on appelle la paroisse de Toussaint, avec son église. Et cette paroisse de Toussaint a été enclose pendant la seconde moitié du XVe siècle, de façon à inclure dans l'intérieur l'église paroissiale de Toussaint, le couvent des Carmes, et puis cette vaste artère très industrieuse qui commence avec la rue du Champ-de-Land, la rue Vasselot, qui existe encore de nos jours, et qui conduisait vers la route d'Angers. Mais il y a un 4e élément dans la ville de Rennes, ce sont ses faubourgs. Ce sont des faubourgs encore rues, sauf qu'une ou deux exceptions, le Bourg-l'Évêque qui est ici. Ce sont des faubourgs rues, c'est-à-dire un alignement de maisons le long des grands chemins qui conduisent vers la Normandie, vers Saint-Malo, vers Angers, attendez que j'arrive, vers Angers, vers Nantes, par ici, donc toutes les grandes sorties de la ville. Quand vous regardez bien cette ville, une chose vous frappe sans doute, il y a beaucoup d'espaces verts encore. La population peut être très dense dans certains secteurs et très limitée dans d'autres. Vous avez des prés, vous avez des ruisseaux divagants. Le cours de la Vilaine n'est pas canalisé. Et vous avez même des marécages, des prés, des marécages. Il y a encore des inondations. Il n'y a pas longtemps, j'habitais encore Rennes dans les années 1970. Il y avait encore des inondations. Il y en a eu une en particulier dans tout ce secteur, le Polieu, qui était très importante. Voilà. Vous avez en tête les différents éléments. Nous retrouverons les fortifications au fur et à mesure avec ces 4 éléments qui caractérisent la ville de Rennes. Je poursuis mon enquête préalable avec la ville de Nantes. Alors la ville de Nantes, c'est totalement différent. D'abord, une très grande ville romaine, très grande ville romaine qui est ici, Portus Damnetum, très grande ville romaine, avec un secteur qui a été très vite enclos dès le IIIe siècle et qui a été les murs ont été rapetassés
au cours de l'histoire et en particulier au XIVe et XVe siècle. Puis, on a adjoint, dès le XIIIe siècle, le quartier qui est ici, que l'on appelle le bourg-main, en laissant à l'extérieur le Marchis, le quartier du Marchis et le quartier de la Fosse, la fameuse rue de la Fosse de Nantes. Et on a inclus également dans la ville, et un peu fortifié, la Saulzée, c'est une île de la Loire. Nantes est une ville avec de très vastes faubourgs, le faubourg de Saint-Clément, le faubourg de Richebourg, le faubourg de Saint-Sébastien au-delà des ponts de la Loire, et puis tout ce quartier qui va de Saint-Similien, le Marchis, tout ça, qui est un quartier densément peuplé. Donc c'est une ville un peu différente de Rennes par sa configuration, puis surtout par son énorme château. Le château de Rennes a disparu très vite, il a été détruit, il servait de carrière de pierre, tandis que le château des Ducs de Nantes, lui, a été reconstruit. Voilà, vous avez les deux modèles de ville, je vous les ai présentés rapidement, je reviendrai dessus. Le poids du passé, d'abord. Quand débute la période qui va nous intéresser ce soir, ces deux villes présentent des analogies et des différences. Et je dresserai en conclusion, un rapide bilan en 1364. Les analogies. Eh bien, première analogie, le passé romain. Le passé romain qui est souvent rappelé dans les chroniques de toute antiquité, etc. Croit-il qu'il faut se méfier un petit peu de la formule antiquité, hein. Alors, dans les chroniques bretonnes, constamment, on ressuscite ce passé romain. Ce passé romain a été fouillé également, a donné l'occasion de fouilles assez remarquables. Donc, Nantes et Rennes sont avec Vannes et avec Carré et avec un quartier de Quimper, des villes apparues sous l'Antiquité, sous le Haut-Empire, dans un site de confluence. Site de confluence, la confluence de la Loire et de l'Erdre, de ce cours d'eau qui s'appelle l'Erdre, d'où le nom de Condevicnum pour Nantes, premier nom de Nantes. Et puis, pour Rennes, eh bien, c'est un site de confluence, l'Isle et la Vilaine, et site de colline et site de confluence. Le premier nom de Rennes a été Condact, qui désigne toujours dans les villes gauloises un site de confluence. Ce sont des villes qui ont été marquées par le passé romain, et longtemps marquées par le passé romain. Voilà une reconstitution de Portus Namnetum, à partir quand Condevicnum change de nom et s'appelle Portus Namnetum, le port des Namnettes. C'est la ville qui a été reconstruite, qui a été rebâtie en partie au IIIe siècle. Le IIIe siècle, voilà. Le IIIe siècle est une période extrêmement dangereuse dans l'histoire de la Gaule, comme vous savez, une période menacée par des invasions et surtout, et aussi peut-être dans ces régions, par des bagaudes. Alors, la ville qui s'étendait largement sur le bord de la Loire et de l'Erdre, cette ville s'est réduite et s'est transformée en castrum petit, avec ses tourelles, comme on en trouve à Carcassonne, ses portes, ses artères qui sont pas forcément toutes Cardole, Decumanus, les principales, et puis très peu de monuments finalement. C'est important ce que je vous dis parce que longtemps la cité de Nantes a utilisé ses remparts, comme Rennes d'ailleurs a continué d'utiliser ses remparts de l'Antiquité, comme je vous disais tout à l'heure, rapetissés. C'est-à-dire des remparts, comme vous voyez ici, avec de gros blocs de matériaux de construction. Et puis, vous avez aussi toute une série de lits de briques et lits de moellons. Ça caractérise tout à fait les villes romaines. Des tours qui étaient creuses, généralement qui n'étaient pas habitées, contrairement au Moyen-Âge. Des villes qui donnaient des fortifications, des murailles rouges, qui donnaient à nos villes bretonnes une coloration rougeâtre, d'où l'expression qui sert à désigner Rennes, l'Urps rubra. Ces fortifications romaines ont beaucoup servi pendant les périodes dangereuses. Nantes, par exemple, que vous avez ici, avait une garnison de francs, de barbares francs qui se sont installés, on appelait ça des lettres, qui se sont installés dans cette ville qui est ici. Et à Rennes, c'est sensiblement pareil. Ces villes sont devenues, d'autre part,
des points d'appui d'un réseau fortifié durant le Haut Moyen-Âge, ce que l'on appelle une marche. Et de cette marche, il reste beaucoup de choses, notamment des témoignages toponymiques dans la ville. Je pense à Rennes avec la Cuenta. La Cuenta, c'est une circonscription de défense qui entourait Rennes et qui date précisément de l'époque des Francs. Il y a très peu de monuments qui ont été conservés, mais je vous signalerai quand même, à propos de Rennes, une halle que l'on appelle la halle de Carthage, je reviendrai dessus, rien à voir avec Carthage, bien entendu, et ce qui est plus important, alors l'amphithéâtre, tout ça ont disparu, mais ce qui est très important pour l'avenir de ville, des tracés de rues qui s'inspirent encore par certains égards des tracés romains, notamment dans la partie de Rennes qui a été incendiée en 1720. Il y avait encore des traces, des constructions, des tracés romains, et d'autre part, des réseaux d'égouts. Oh, c'est des égouts très simples. Ce n'est pas les égouts qu'on a retrouvés à Vannes qui sont très complets, des réseaux relativement simples. Une petite chose que je voudrais vous dire, les murs romains donc, ont longtemps été utilisés, les portes romaines ont servi longtemps, la porte Évière, ou en réalité Arrivière qui donnait sur la Vilaine à Rennes, a été utilisée longtemps avant les transformations que nous allons voir. D'autre part, ces murs ont longtemps été appelés les murs sarrasins. Alors là, pas de confusion non plus, rien à voir avec les croisades comme on l'a cru quelquefois, rien à voir avec les constructions des Sarrasins. Les Sarrasins, les morts, ne sont jamais venus en Bretagne, mais dans un document de Vannes, il est fait allusion aux murs sarrasins ou césarins, c'est-à-dire césarins, des murs non pas de César, mais qui paraissaient si anciens aux gens de l'époque qu'on a cru longtemps qu'ils avaient été construits par César, d'où l'expression les murs césarins. À cette époque du passé, dans l'une et l'autre cité, on a des ensembles religieux. En particulier à Rennes, autour de dans l'emplacement de la cathédrale actuelle, ce qu'on appelait un groupe cathédral ou un groupe épiscopal, avec une église pour les fidèles, une église Notre-Dame de la Cité pour l'évêque, c'était une sorte de grande chapelle, et d'autre part un baptistère. Tout ceci a disparu. Par contre, à Nantes, dans la cité de Nantes, vous avez un texte absolument admirable. C'est un texte du poète italien Fortunato. Nous décrit la cathédrale de Nantes qui a été reconstruite par l'évêque du VIe siècle, contemporain de Clovis. C'est la cathédrale donc centrale, la cathédrale Saint-Pierre. Elle a été remaniée, il y a une description très précise qui est faite de cette cathédrale dans un texte de Fortunato. Elle a disparu par la suite, mais je vous la cite en passant. Voilà en gros les traces du passé, les points communs. Encore quelques points communs sur lesquels je vais revenir, je repars en arrière, c'est le tracé des rues. Grosso modo, le tracé des rues ne va pas changer pendant des siècles et des siècles. C'est pour ça qu'il faut le mentionner. Avec en particulier à Nantes, cette grande artère qui est le prolongement intramuros de la route de Paris, c'est-à-dire cette grande voie qui passe rue Saint-Pierre, qui passe ici devant la cathédrale, qui se poursuit ensuite par la Grande Rue, avec la place du Pilori qui existe encore de nos jours. Vous aviez la Grande Rue, il y a eu d'autres noms qui ont été donnés. Vous avez la place du Change qui est ici. Puis vous avez les ponts qui traversent, le pont des Halles qui est là, et puis le pont qui traverse l'Erne, et puis on rejoignait le Bourgmestre. C'est la grande artère de Nantes. Mais ne vous faites pas d'illusions. C'est comme dans une vallée glaciaire, une série d'ombiliques et de verrous, c'est-à-dire avec des élargissements en place,
C'est du placette plutôt qu'autre chose, même la place du pilori. Et puis des rétrécissements qui correspondaient à des maisons à piliers, avec avancées, des maisons qui prenaient beaucoup de place, mais qui correspondaient aussi aux dépôts que l'on faisait le long des rues. Autre point fort de la toponymie qui remonte à l'Antiquité, mais qui a été très développée durant le Moyen-Âge, c'est la place du Bouffay qui est ici, et toutes les petites rues qui vont vers la Loire, qui étaient très occupées. J'ajouterai deux emplacements. L'emplacement de plus tard de Briand-Maillard, je parlerai de la poterne Briand-Maillard et le port de Nantes. Le premier port de Nantes, ça a été surtout celui-ci. Vous avez bien entendu d'autres ports à Nantes qui étaient là, et au port communaux qui est sur les bords de l'Erdre qui était par là, et vous avez toute la rue de Richebourg qui était un port aussi. Mais le principal port de Nantes était là durant l'Antiquité et durant la majeure partie du Moyen-Âge. Voilà pour Nantes la principale artère, avec le Bouffay et Bourmin, je reviendrai encore sur ces points. Même chose pour Rennes, le tissu urbain de Rennes, je reviens en arrière pour vous le montrer à nouveau. Le tissu urbain de Rennes, attendez, le voilà ici, tissu urbain de Rennes avec, alors la ville, la cité romaine, eh bien, la cité romaine avec ses rues qui forment une sorte de cercle ici, avec la principale, la rue de la Cordonnerie. Et puis, la rue que je vous ai décrite tout à l'heure, qu'on appellera plus tard la rue, alors il y a la rue de la Parcheminerie, de la Baudrerie, etc., et puis toute une série de petites rues annexes qui vont vers la Porte aux Foulons. Tout ce quartier-là, les noms de rues portent des noms de professions, Parcheminerie, Baudrerie, etc. Et ça, la rue Saint-Georges qu'on a ici, s'appelait au Moyen-Âge, une grande partie du Moyen-Âge, la rue Hux, du nom d'un riverain. Voilà, grosso modo, je n'insiste pas, le temps passe, je n'insiste pas sur tous ces aspects. Mais s'il y a des ressemblances entre les deux villes, il y a des divergences. La première divergence topographique, c'est que Rennes est bâtie sur une hauteur. On a peine à croire cela quand on met sa voiture sur le parking qui borde la Vilaine, mais la cité, la vieille cité, était sur une hauteur d'une trentaine de mètres qui se poursuit ensuite vers l'est jusqu'au jardin, dans le magnifique jardin du Tabor. Et vous avez une hauteur d'une trentaine de mètres, c'est là qu'était située cette ville. Mais cette hauteur dominait tout un secteur, le secteur du Polieux, secteur du Bourg-l'Évêque, secteur de Toussaint, où à l'inverse, il y avait beaucoup de prairies et beaucoup de marécages. Rennes est à la fois une ville haute entre guillemets, et une ville de marécage. C'est à la fois une ville de terrain sain, de terrain pour la construction et de terrain difficilement utilisable. Je voudrais vous montrer un plan de Rennes, notre plan de Rennes, attendez, on va continuer. Donc, on a vu. Voilà, à nouveau, c'est un plan du XVIIe siècle, ça. C'est le plan Évin. Je le réutiliserai pour les fortifications, mais vous voyez très bien les trois éléments enclos et vous voyez très bien le réseau des rues que je vous ai décrit, avec notamment la cordonnerie. Mais c'est plutôt autre chose que je voudrais vous montrer. Alors, voilà une vue de Nantes. Voilà une vue de Nantes, vue des ponts. C'est une vue du XVIe siècle. Alors, il faut faire attention quand même parce qu'il y a eu des changements déjà notables. Mais, grosso modo, la ville que vous avez sous les yeux est la ville du Moyen-Âge finissant. Alors, Nantes se caractérise surtout par la Loire, le bord de Loire. Et le bord de Loire qui est franchi par une série de ponts. Ici, vous avez des ponts en pierre. Ils commençaient à être construits en pierre à la fin du Moyen-Âge, mais à l'époque que j'étudie, ce sont plutôt des passerelles en bois. Ce sont des ponts habités, comme vous pouvez le voir. Les maisons, là, sont belles. Ce sont certainement des maisons du XVIe siècle déjà. Mais les maisons du Moyen-Âge étaient
plutôt des maisons en bois. Hein. Alors, ces maisons, ce n'est pas n'importe quoi, certaines de ces maisons sont des hôpitaux. Nantes a 9 hôpitaux et la plupart des hôpitaux, c'est tout à fait normal, sont construits à proximité des ponts, sur les ponts, ou à la sortie du côté de Saint-Sébastien, tout simplement parce que les hôpitaux n'hébergent pas seulement des malades, ils hébergent des pèlerins, ils hébergent des pauvres, ils hébergent toute une société marginale. Mon plan n'est pas très bon parce que la Saulzée, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas la séparation très bien entre la Saulzée, il y a un bras de la Loire qui est ici, et le quartier bas de la Saulzée. Bon, vous retrouvez l'enceinte que nous allons construire ensemble, le château des Ducs, la cathédrale qui est du XVe siècle, je pense que c'est Notre-Dame avec sa flèche, et puis vous avez toute une série d'églises, et vous avez une ville. C'est déjà quand même une ville étendue. Ce qu'on ne voit pas très bien, là ma photo ne le montre pas, une très grande carrière de pierre qui correspond à peu près aux environs de Chantenay et de Nantes, c'est la carrière de Miseric, d'où étaient extraits les matériaux qui conserveront le granit de Miseric, qui est très solide, très dur, qui servira à la construction des murs. Ce qui est inexact encore dans cette photo, mais c'est des photos dans ce dessin conventionnel, c'est que tous ces secteurs-là étaient beaucoup plus bâtis que vous n'avez l'impression qu'on a l'impression sur ce dessin. Grosso modo, vous voyez donc la ville. Je pense que j'ai aussi à côté, voilà, c'est une autre vue que je voudrais vous montrer, c'est Rennes. Rennes, alors je vais y arriver. Alors c'est une vue très discutable, c'est un dessin très discutable, 1534, il y a beaucoup d'erreurs. D'abord on a l'impression que Rennes est dans une zone de montagne. Bon, il y a du bocage, il y a une zone de montagne. En réalité, il n'y a pas de montagne à Rennes, vous le devinez bien. Il n'y a même pas de colline comme cela. Deuxième erreur, il n'y a pas de faubourg. Souvent, les villes, on les représente sans faubourg, de façon à mieux dégager les remparts. Ce qui est intéressant aussi, c'est la Vilaine qui est là, mais on ne distingue pas très bien le passage de la Vilaine à travers la ville et la distinction entre Toussaint qui est ici et puis la cité avec la cathédrale et la ville neuve. Donc, il faut vous méfier de ce dessin. Mais une chose est certaine, voyez-vous, la Vilaine était très fréquentée. Il y avait un port sur la Vilaine et on apportait des matériaux de construction dans ces espèces de gabarres, ces bateaux plats que l'on trouvait dans la région de la Loire et qu'on trouvait aussi dans la région de Rennes. Vous avez de très belles fortifications. Je crois que c'est tout à fait exact sur ce point. De même, la cathédrale qui a été reconstruite à Rennes, c'est plus la cathédrale du Moyen-Âge, n'existe plus. Et ici, une tour, je vais en parler de cette tour dans peut-être pas tout à fait une heure. Voilà, vous avez donc la ville de... Alors, Rennes a voilà pour Rennes. Nantes a une différence essentielle, c'est la Loire qui était parsemée d'îles à cette époque. Est-ce que je l'ai enregistré ? Là, vous avez une vue générale de Rennes au XVIIIe siècle. Bon, je ne reviens pas, la cathédrale, les tours d'enceinte, le château des Ducs. Vous avez tous les éléments qui sont bien représentés ici sur ce dessin. Voilà, une différence essentielle, je disais, entre Rennes et Nantes. Nantes a les îles, et les îles étaient très utiles. C'était des dépotoirs naturels. Les îles étaient occupées par des prairies. Les îles étaient occupées aussi par des pêcheries. Et tout cela était d'une très grande importance à Rennes. Différence entre les deux villes, je disais, différence au niveau des constructions religieuses. Rennes est une ville qui a eu 3 grands établissements religieux. D'abord, une très riche abbaye bénédictine masculine, c'est l'abbaye de Saint-Melaine, qui est extramuros. Le quartier de Saint-Melaine, c'est un quartier universitaire, il y avait des bâtiments administratifs maintenant. Et cette abbaye doit son nom à la présence de la dépouille mortelle et du tombeau de Melaine, Saint-Melaine, qui a été un des très grands évêques de mérovingiens du VIe siècle, qui a profondément marqué l'histoire de la ville, notamment par les fondations d'églises, la conversion des païens, etc.
À l'origine, c'était une construction en bois, longtemps en bois, mais qui a beaucoup souffert au cours de son histoire, et notamment des incendies. Rennes est une ville souvent incendiée. Et elle a été remplacée, l'abbaye de Saint-Melaine, en 1058 par une construction romane. C'est une construction romane qui avait, paraît-il, un cloître magnifique et un immense vaisseau. L'ensemble a disparu, a été détruit. Sur l'emplacement, elle a été reconstruite par la suite, mais une partie des dépendances de Saint-Melaine ont été transformées en, je vous laisse, en piscine. Dans les années 1020-1030, le duc de Bretagne, qui s'appelait à cette époque Alain III, a voulu fonder le pendant de Saint-Melaine à Rennes, c'est l'abbaye Saint-Georges, l'abbaye féminine Saint-Georges de Rennes. Alors, cette abbaye sera incluse dans les fortifications de Villeneuve. C'est une très grande et une très belle abbaye qui a disparu totalement en 1670, qui a été détruite, mais il reste quelques dessins et il reste également des sculptures qui sont conservées dans le musée de Rennes, un certain nombre de témoignages de cette abbaye. D'autre part, cette abbaye Saint-Georges bénéficie d'une documentation absolument remarquable et on peut reconstituer tous ses biens à Rennes. Alors, c'est une abbaye très vaste avec beaucoup de dépendances, beaucoup de prés, des vignobles, tout ce qu'on veut, mais qui a été gênée par la construction des remparts. Les remparts l'ont gênée parce qu'ils ont coupé cette abbaye de ses dépendances. C'est une abbaye, d'autre part, qui a beaucoup souffert pendant des sièges, des guerres et beaucoup de destructions. J'ajouterai pour terminer ce tableau du Rennes religieux qu'à la sortie de Rennes, il y a la forêt de Rennes, il y a Saint-Sulpice-la-Forêt, et il y a eu une abbaye qui a été fondée, qui a été très importante pour l'histoire de Rennes, pour l'histoire de l'éducation des jeunes filles surtout. C'est une abbaye dépendante de Fontevraud qui a été installée, Saint-Sulpice-la-Forêt. Une abbaye que nous retrouverons aussi du point de vue militaire dans quelques temps. Alors, Nantes n'a pas les mêmes structures. Nantes a un petit prieuré tout à fait quelconque, dépendant de Notre-Dame de Ronceret d'Angers. Et puis surtout, Nantes a, au XVe siècle, une église, c'est l'église, la collégiale Notre-Dame, avec un corps de chanoine, et c'est là que se trouvaient les tombeaux des personnalités nantaises, des riches bourgeois nantais. Mais ça n'a pas la même importance. Je voudrais vous montrer une chose, si j'y arrive. Voilà, je voudrais vous montrer l'abbaye bénédictine Saint-Georges telle que nous la reconstitue un dessin du XVIIe siècle. Elle n'existe plus malheureusement. Alors, cette abbaye bénédictine était surtout remarquable par son immense nef, avec à l'intérieur des tombeaux, par un très vaste chœur, ce qui semble indiquer que les nonnes étaient nombreuses. Il y a même, je peux vous le donner, 11 fenêtres. Il y avait 11 fenêtres en plein cintre. Remarquable aussi par ces deux clochers dont l'un de hauteur décroissante que vous voyez ici qui se termine par une flèche magnifique, et puis vous avez un clocher-porche qui est là. Et remarquable aussi, le transept, remarquable aussi par ses dépendances, vous les voyez ici, beaucoup de vergers, beaucoup de fermes, C'était très verdoyant. La sortie de Rennes, direction Paris, était très verte, très agreste. L'orientation économique des deux villes n'est pas aussi totalement la même. Il y a une différence essentielle. Nantes a une chance inespérée. Nantes est d'abord au bord de la Loire. La Loire, c'est ce fleuve énorme, c'est le fleuve qui relie l'Atlantique à l'intérieur du royaume de France, à la Bourgogne, à l'Orléanais, et même par certains côtés au Massif central, à la Mayenne et toutes ces régions-là. Donc, cette artère de la Loire a toujours été très importante. Et c'est par cette artère de la Loire que viendra le sel de Guérande, le sel de la baie de Bourgneuf, que viendra le vin.
le muscadet, mais le muscadet dans le sens de cette époque, c'est-à-dire un vin plutôt sucré. C'était un petit vin blanc, le vin nantais était un petit vin blanc sec plutôt, hein, comme le muscadet maintenant, mais il n'avait pas la même qualité. Viendront aussi par l'ère des matériaux de construction, des métaux. Nous ne sommes pas loin de la région de Châteaubriand, où il y a des mines de métaux, des mines d'étain en particulier. Donc, vous voyez, c'est une ville qui a bénéficié d'avantages considérables et où on peut pratiquer une étude de la zone, ce que j'appellerais la zone périurbaine proche, c'est-à-dire de tout ce secteur où se trouvent des vignobles, où se trouvent des carrières de pierre. Donc, c'est une ville très riche, avec des installations portuaires, je vous les ai montrées tout à l'heure. Rennes n'a pas ses atouts, mais un atout quand même, Rennes, qui n'est pas négligeable, l'apparition, dès le XIVe siècle, d'une association professionnelle des marchands merciers. Le terme mercier, que l'on trouve aussi à Metz, en Lorraine, qu'on trouve ailleurs, désigne des marchands import-export, c'est-à-dire des gens qui importent de tout. Il y a toutes sortes de merciers. Vous avez des merciers très riches, et puis vous avez des petits colporteurs qui portent le nom aussi de mercier. Donc, Rennes, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est surtout un marché rural, mais un marché rural, il vient à Rennes des marchandises, je reviendrai sur ce point, de Normandie, d'Anjou, etc. C'est une plaque tournante donc du commerce de bestiaux, du commerce de céréales, et c'est surtout le débouché du port de Saint-Malo. Et le port de Saint-Malo est en communication au XVe siècle avec Bordeaux, mais aussi avec le Portugal, avec la Galice et avec Madère. Tel est le bilan en 1364. Rapidement, je vais le dresser. 1364, les villes sortent d'une terrible guerre civile, la guerre de succession de Bretagne. L'intermède militaire a été très grave pour les villes bretonnes, et à certains égards catastrophique. Les faubourgs de Nantes ont été ruinés. Ils ont été mis à mal par toute une série de sièges, ils n'étaient pas protégés. Même Rennes a beaucoup souffert. Vous allez voir dans un instant, je vais vous la passer maintenant, une reproduction de Rennes. Je ne vais pas y arriver. Attendez. Voilà, c'est cette reproduction de Rennes. Elle montre Rennes en 1342. Charles de Blois, qui lutte contre la famille de Montfort dans sa guerre civile, s'empare de la ville de Rennes. Il pénètre dans la ville de Rennes par la porte mordelaise. Alors c'est intéressant à plus d'un titre, mais un dessin qui est faux à d'autres égards. Intéressant, d'abord vous avez le camp français qui est ici avec ses armoiries, le camp français bien aménagé, pas de faubourg, vous remarquerez comme moi, ce qui est faux déjà. Et puis, vous avez Charles de Blois, avec ses soldats, des cavaliers, et chevaliers écuyers, qui va pénétrer par la porte mordelaise dans la ville de Rennes. C'est la porte mordelaise que vous verrez dans quelques instants. Les bourgeois sont à la porte, ils s'inclinent, ils se sont rendus très facilement, ils ont obligé le capitaine qui s'appelait Cadoudal, le capitaine, à se rendre. Ils jouent un rôle politique, ils commencent à jouer un rôle politique assez intéressant. Ils sont habillés court vêtus comme à cette époque. C'est une scène idyllique, j'allais dire, parce qu'en réalité, tous les alentours de Rennes étaient ruinés. Les faubourgs étaient complètement ruinés. Au positif, cependant, voilà, c'est l'aspect négatif. L'aspect négatif, j'allais l'oublier aussi, les pestes à répétition. Les pestes, c'est pas la grande peste de 1348-1349, il n'y a pas de témoignage qu'elle soit venue à Rennes et à Nantes. Mais par la suite, si à plusieurs reprises, au moins une dizaine de fois, des épidémies de peste ou d'autres maladies ont intervenu. Alors, elles ont eu des effets négatifs, fauchés la population. C'est pour ça qu'à Rennes et à Nantes, la haute bourgeoisie est souvent d'origine assez relativement récente. Avant le XIVe siècle, on n'a pas beaucoup de traces. Mais un côté positif, c'est-à-dire les villes sont devenues le refuge de tous les gens qui fuyaient la guerre, la famine et les épidémies. C'était idiot de se réfugier en ville en période d'épidémie, mais c'est ainsi que cela se passait. Alors au positif, eh bien moi j'en vois un certain nombre de choses. Le premier élément positif,
en 1364, les villes se sont dotées déjà de faubourgs. Alors, il y a deux types de faubourgs dans les villes médiévales, et particulièrement à Rennes et à Nantes. Le faubourg quartier, c'est-à-dire un faubourg qui a pris déjà une réelle importance avec une rue principale et des voies secondaires, c'est le Bourgmain. Et le Bourgmain a été fortifié au XIIIe siècle, du temps de Pierre Mauclerc et de son fils et successeur, Jean Ier le Roux. On a entouré de fortifications le Bourgmain. Si bien que Nantes, au XIIIe siècle, a atteint sa superficie enclose, grosso modo, avec 24 hectares, c'est terminé. Laissant à l'extérieur des faubourgs très dynamiques. Le faubourg du Saint-Similien, l'église Saint-Similien et le marché, le faubourg de Richebourg, tout ça, c'est important. Mais la plupart des faubourgs que je rencontre dans les villes bretonnes, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous l'ai montré sur la photo, des faubourgs-rues, c'est-à-dire une voie principale qui rejoint le grand chemin de Paris, le grand chemin de Nantes, le grand chemin de Vannes, enfin tout ce que vous voulez, avec une église paroissiale au bord. C'est tout, c'est des faubourgs quand même qui sont topographiquement limités. Autre élément très important pour l'avenir. Les ducs de Bretagne quittent la région du Bouffay, où ils avaient une résidence forte, et ils vont s'installer dans ce que l'on baptisera la Tour Neuve, à l'emplacement du château actuel. Il subsiste à l'intérieur du château des Ducs de Nantes des substructions qui rappellent cette construction du XIIIe siècle. C'est la première, c'est l'ancêtre du château des Ducs que vous connaissez peut-être. Inversement, c'est la différence avec Rennes. Le château de Rennes, dans la vieille cité, au contact de la ville neuve, ne sert plus à rien. Les murs sont en ruine, si bien que quand on a des textes du XVe, généralement il est indiqué que les gens vont s'approvisionner en matériaux de construction sur l'emplacement de l'ancien château. Il sert plus. C'est un terrain vague qui a d'autres usages que ceux que je viens de vous dire. Voilà rapidement les villes avec leur pôle d'activité. Voilà les grandes villes. À partir du XVe siècle, donc, c'est la deuxième partie de mon exposé, nous allons assister à des aménagements topographiques absolument étonnants. La Bretagne a cette chance. Contrairement à la France, sous le règne de Charles VI, qui connaît une période de difficultés intenses, de guerre civile, de guerre fratricide, de tout ce que vous voulez, la Bretagne est relativement en paix. Elle profite d'une neutralité théorique. Les seules menaces viennent des frontières de la région des Marches, où les Français du Mont-Saint-Michel et les Anglais de Saint-James et de Pontorson viennent excursionner en Bretagne pour se ravitailler et pour enlever du bétail. Des places fortes de Cran, de Pouancé, toutes ces places fortes-là ont joué un rôle terrifiant en Bretagne, ont créé un climat de peur. À l'inverse, donc, la Bretagne est en paix. Alors, sous les enfants pendant la première moitié du XVe siècle, la paix n'est pas totale, mais enfin, elle est quand même bien marquée. La Bretagne participe ensuite à la victoire de la France pendant la guerre de Cent Ans. Les Bretons ont eu l'intelligence de retourner leur Kazakh, ils étaient à un moment plutôt anglophiles, de retourner leur Kazakh au bon moment, et les ducs, le duc François Ier, Pierre II et le connétable Arthur de Richemont ont servi la France, ont participé aux opérations militaires, ce qui leur a valu pas mal d'avantages. Enfin, à l'époque de François II, au début du règne de François II, la paix est toute relative. François II ne s'entend pas avec Louis XI, mais enfin, la Bretagne reste prospère. Cette prospérité, écoutez, je vais vous donner un exemple, moi qui me frappe, c'est l'exemple de Nantes. Imaginez un peu une ville, on parle des chantiers parisiens, on parle des chantiers lyonnais, on parle des chantiers dans toutes les villes actuellement en France, on construit quand même pas mal. Mais pensez à une ville qui, à Nantes, refait en totalité son château, associant l'utile et l'agréable dans les années 1436-1492, qui reconstruit ses 4 principales portes d'entrée, ses 4 principaux portails, qui reconstruit toutes ses poternes, qui reconstruit toutes ses courtines en élargissant les fossés,
qui place devant ses courtines des boulevards, je vous expliquerai dans quelques instants ce que c'est, et des blocos, que l'on appelle des moineaux. Une ville où on refait la cathédrale, une ville où on refait Notre-Dame, une ville où on reconstruit cette église paroissiale, où on construit une horloge et on construit l'hôtel de ville. Mais imaginez-vous un instant que ça se produise dans une ville française actuelle. À Lyon, par exemple, grande ville, qu'on se remette à reconstruire tout, y compris toutes les rues, on aménage toutes les rues, etc. C'est important parce que ça veut dire que la ville de Nantes et la ville de Rennes, c'est pareil, a été un vaste chantier. Elle a vécu dans le désordre pendant des générations et des générations. Nos ancêtres ont vécu au milieu des tas de pierres, des gravats, des boues, etc. Ça devait être absolument horrible, cette situation. On imagine très bien, sans compter d'autres problèmes que je soulèverai. Je vous signale, je l'ai déjà dit, que la ville de Rennes a triplé sa superficie. Vous connaissez, vous, des villes où l'on triple la superficie en un siècle? C'est quand même assez exceptionnel aussi, avec son enseigne. Alors, qu'avons-nous pour cette époque? Eh bien, pour cette époque, on a d'abord des ancêtres. Le paysage défensif s'est largement étendu. Pourquoi s'est-il étendu, le paysage défensif? Ben, je me pose la question comme historien. D'abord parce qu'on a peur. On a peur des incursions de bandes de routiers, non pas, et ces bandes de routiers, attention, de toute nationalité, aussi bien bretons, c'était pas mieux les bretons, que les autres, que français, ou anglais, ou navarrais, ou tout ce que vous voulez. Tout le monde venait piller la Bretagne pour se ravitailler dans les régions des Marches. Or, n'oubliez pas, Rennes est à une quarantaine de kilomètres de la région des Marches. Donc, Rennes a eu peur. Il y a une psychose de peur qui s'empare de la population. Psychose de peur qui s'explique d'autant plus que, par exemple, dans l'abbaye de Saint-Sulpice, pendant quelque temps, des Écossais s'y sont installés et venaient juste piller dans les faubourgs de Rennes. Donc, on a peur. C'est la première raison. Deuxième chose, la neutralité. Il faut protéger la neutralité. La neutralité se protège, et comment protège-t-on une neutralité? À l'époque de Jean V, sinon en construisant des murs. Troisième raison, qui me paraît essentielle aussi, l'usage du canon. L'artillerie se développe. Les fortifications du passé très hautes, mais avec des murs qui ne dépassaient pas les 4 à 5 mètres de large, ces fortifications sont des fortifications du passé. Maintenant, il faut plutôt des tours aux murs très épais, des portes d'entrée protégées par des défenses basses en arc de cercle que l'on appelle des boulevards. Dans les douves, il faut des aménagements de petits postes avancés que l'on appelle des moineaux. Et à l'extérieur des fossés, il y a des petits murs, où on appelle encore quelquefois les hauts murs, qui servent à empêcher l'ennemi, bien entendu, de s'approcher avec ses canons de la ville forte. Nous sommes à l'époque du combat entre le mur et le canon. L'artillerie française, en particulier, à la fin du XVe siècle, c'est une artillerie par bande qui était redoutable. L'artillerie de Charles VIII était une artillerie redoutable et les Bretons en ont subi les conséquences. Et puis, il y a sans doute d'autres raisons aussi. Une autre raison, c'est que la muraille est un élément de décor urbain qui n'est pas négligeable. De nos jours, on s'extasie devant nos immeubles, nos gratte-ciel, la tour Montparnasse et autres. C'est joli, c'est magnifique, bien entendu. Mais à cette époque-là, une belle fortification avec de très beaux murs en granit, avec des fenêtres en tuffeau, d'encadrement de fenêtres en tuffeau, avec un cartouche représentant les armes du duc de Bretagne, c'était quelque chose également de remarquable. Il ne faut pas oublier ce symbole de puissance et ce symbole de richesse, ce symbole de puissance vers l'extérieur, mais aussi ce symbole de puissance vers l'intérieur. Les grosses tours du château de Nantes sont tournées à cette époque vers la ville. Vers la ville. On se méfie peut-être
un peu de la population de la ville. Donc ces tours sont tournées vers la ville. C'est par ces portes donc que se faisaient les premières entrées. Alors pour Rennes, je vais prendre rapidement Rennes et rapidement Nantes. La tradition veut que Arthur de Richemont, frère de Jean V, en visite à Rennes et dit à son frère, les remparts de ta ville, hein, c'est tout à fait quelconque. Hein. C'est tout à fait quelconque. Tu ferais bien de faire un petit peu attention et d'améliorer. Je raconte ça d'une façon amusante, mais c'est un peu ce qu'il aura dit. Et Jean V a d'autant plus approuvé que dans l'entourage, il y avait beaucoup de merciers. Ces merciers avaient des riches manoirs, de véritables manoirs ou hôtels particuliers, intra- et extramuros. Le Puy-Mauger et autres, le manoir du Cygne et tout ça, tous ces riches bourgeois avaient de beaux hôtels. Ils se sont dit, attention, les fortifications ne sont pas suffisantes, on est menacé, on peut être menacé, etc. Autre argument aussi pour Rennes, l'augmentation de la population. Alors, les testaments que nous avons prouvent que ce n'est pas une augmentation par des naissances, une augmentation naturelle. Bon, les familles ne sont pas extrêmement nombreuses, mais c'est une augmentation de la population par émigration. Et nous avons à Rennes un document absolument exceptionnel qui est de la seconde moitié du XVe siècle, qui mentionne l'installation de Normands fuyant leur pays après la bataille d'Azincourt et qui se sont réfugiés dans les villes bretonnes, Fougères, Vitré et Rennes, avec leurs familles et avec leurs activités, avec leurs métiers à tisser en particulier. C'était des gens de Saint-Lô, c'était des gens d'Alençon, c'était des gens de toutes ces régions où l'on savait tisser et où l'on savait travailler le métal. Et dans un document fiscal, il est mentionné l'installation de 54 familles dans la paroisse de Toussaint, au sud de la Vilaine. 54 familles, multiplier les 54 par hommes, femmes, enfants, mettons 3 enfants par famille, généralement c'est ce qu'on retient, 5 personnes, ben vous voyez que ça fait quand même une population importante. Et puis il y a beaucoup de ruraux aussi, qui s'installent en ville, qui trouvent dans les chantiers qui vont s'ouvrir, sur les chantiers qui vont s'ouvrir de l'embauche, du travail, et qui vont s'installer dans la ville. Donc vous voyez, on peut très bien comprendre l'installation des transformations qui vont s'opérer. Je vais essayer de revenir en arrière. Nantes, l'enceinte, vous verrez les enceintes. Vue générale de Rennes, oui, on utiliserait celle-là et l'autre. Il y en a une. Voilà, je vais utiliser quand même plutôt celle-là, qui est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en un siècle? Eh bien, on est parti de cette zone-là. Et dans un premier temps, pendant la première moitié du XVe siècle, on va reconstruire les murs de la Villeneuve. On est parti donc de la porte au Foulon. On ne travaille pas n'importe comment. On commence d'abord par élargir ou creuser de nouvelles douves, de nouveaux fossés. Et vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'on récupère les matériaux, on récupère les pierres, généralement du schiste, des grès, ces matériaux que l'on utilise ensuite au rempart. Ça a un avantage, ça limite le coût du transport. Le transport est toujours très cher, ce qui n'empêche pas de faire venir des matériaux d'ailleurs. Et de même quelquefois de très loin jusqu'au bord, jusqu'au contact de la Normandie, jusqu'au bord du Couesnon. Et puis les buttes de Quesme, du côté de Château-Giron en Bretagne, les carrières ont beaucoup servi. Mais on commence par creuser les fossés. Dans un deuxième temps, on s'attaque au portail. Alors quelquefois, on met des bastilles en bois provisoires pour protéger la ville. Alors on s'attaque au portail, et il y a deux types de portails que vous voyez très bien ici. Soit une tour-porte. Une tour-porte, c'est une tour creusée avec un passage à l'intérieur. C'est la porte au Foulon de Rennes, avec devant un boulevard qui a été mis plus tard. Puis on élève des tours. Là, ici se trouve la plus belle tour de Rennes, c'est la tour Le Bat, ou Le Bar, qui est quelquefois surnommée le donjon. Alors c'est une tour du passé.
On ne sait pas encore. Au début, vers les années 1432, le canon n'est pas encore aussi puissant qu'à la fin du XVe siècle. Donc, la bataille, dans ce conflit entre le mur et le canon, on privilégie le mur. D'où une très haute tour où l'on pratique à la fois le tir rasant au niveau du sol et le tir plongeant, c'est-à-dire au niveau du sommet, où par des canonnières percées dans le mur, on envoie des boulets aux gens qui se présentent au pied du mur. On continue, ici, attendez, il faut que je retrouve ma petite étoile. Voilà tout le territoire de l'abbaye Saint-Georges qui est ici, beaucoup de jardins encore, assez peu de construction dans tout ce secteur-là, et vous avez la porte Saint-Georges. La porte Saint-Georges, 2 tours, 2 passages, un passage pour les charrettes et un passage pour les piétons, et puis le boulevard qui apparaîtra dans la seconde moitié du XVe siècle avec, bien entendu, le canon. Et on a poursuivi jusqu'en 1449. Alors vous avez le portail Saint-Germain, puisque vous avez l'église qui est à côté, et le portail de Vilaine qui est ici. La porte là n'existait pas. Dans un deuxième temps, eh bien, les Rennais ont dit, puisqu'on travaille si bien, on va continuer, et ils ont fortifié la partie sud. Alors vous avez la porte blanche, ou la porte de Villeneuve, du nom d'un gouverneur breton, d'un capitaine-gouverneur, et c'est la porte vers le faubourg de Saint-Hélier et vers Angers. Puis, vous avez ici le porte de Toussaint, bien évidemment. Porte de Toussaint avec un énorme boulevard, c'est la porte qui s'est tournée vers la route de Nantes. Et enfin, le tout petit portail du Champ de l'An. Le Champ des Douleurs, c'est parce que les abattoirs se trouvaient là. Les grands abattoirs, c'était donc le Champ des Douleurs. Les malheureux bestiaux étaient tués ici, dans les abattoirs. Tout ça pour protéger la rue du Champ de l'An, la rue des Bouchers, et puis les autres rues qui étaient là, rue Vasselot, etc. Là, vous voyez comment les étapes de la construction, à la même époque, on refaisait les fortifications de la cité. Le temps passant, je vais vous montrer rapidement quelques belles constructions rennaises. On y va. Vue générale de Rennes, vous voyez comment c'était les tours. Hein. Il y a eu beaucoup de tours, je ne vais pas vous donner tous les noms, il y a eu beaucoup de tours qui ont été construites. Une tour vaut à peu près 2000 livres, 2000 à 3000 livres, c'est important quand on étudiera le budget. Là, c'est la vieille cité, là, c'est la Villeneuve, là, c'est bien évidemment Saint-Georges que vous voyez ici. Donc, vous retrouvez le dessin de Saint-Georges que je vous ai montré. Mais, il y a mieux que ça, si j'y arrive. Non. Bon, écoutez, je ne vais pas continuer longuement. Même travaux à Nantes. Alors, c'est la même chose à Nantes. On a commencé par la porte Saint-Nicolas, que je vais vous montrer dans un instant, qui donne vers la Saulzée. C'était celle qui était la plus difficile à construire. On a poursuivi ensuite par Sauvetout et puis la porte du Porte-Columineau. Et là, c'est la plus belle tour qui subsiste encore à Nantes. C'est la tour Saint-Pierre. Alors, vous avez la place Louis XVI qui est ici. Vous avez les aménagements du boulevard. Il faut bien connaître l'architecture militaire. Le boulevard commence ici, il y a des traces de boulevard. Et puis vous avez une tour qui était médiévale dans cette partie-là, bien entendu, qui a été réaménagée par la suite pour être plus habitable encore. C'est une tour de fortification, mais c'est aussi un lieu de séjour. Les capitaines-gouverneurs de Nantes vivaient ici. Avec une grande porte, il manque la porte piétonnière. C'est-à-dire, il y avait la porte chartière qui est ici, qui est très haute, et la porte piétonnière. Alors, petit détail que je vais vous indiquer, ici, il y a un très grand parking. Les fêtes foraines se déroulent à Nantes souvent, ici et de l'autre côté. Il y a un très grand parking. Eh bien, au Moyen-Âge, il y avait une butte de rocher. Et cette butte a été aplanie. Il y avait un château ducal, cette butte a été aplanie et les pierres ont servi précisément aux fortifications. Je continue. Voilà Nantes, l'enceinte de Nantes avec la porte Saint-Nicolas. Vous voyez, c'est les portes de tours. Alors, on a dit souvent, on ourdissait
les tours, ben, vous voyez, il y a un mot français qui veut our, qui veut dire un balcon, une sorte de balcon à usage militaire, en bois, et puis vous avez la partie supérieure. Le pont de Bouzillé, l'avancée, c'est une sorte de boulevard, mais du XVIe siècle, qui a été aménagé au XVIe siècle. Voilà comment l'enceinte de Nantes, de la ville, se présentait. Seulement, la construction de Saint-Nicolas était extrêmement difficile, parce que le sol était sablonneux. Alors, les ouvriers ont travaillé tous les jours, samedi et dimanche compris. Ils s'enfonçaient, au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient, l'eau sourdoie, c'était le thème qui était indiqué. Il a fallu que le miseur donne l'exemple, ose descendre à plusieurs brasses en dessous dans le chantier pour que les ouvriers acceptent de venir travailler dans les douves et dans cette partie-là. C'est véritablement la partie la plus difficile de toute la construction. Le château aussi n'a pas été très facile. Qu'est-ce que je voulais? Ben, la porte Mordelaise, voilà la porte Mordelaise. Elle existe encore de nos jours. Simplement, c'est l'intérieur de la porte Mordelaise. Alors, ça, c'est du 19e siècle. Ça, ce sont des constructions du 19e, sans doute, du 19e. La tour, il y avait deux tours. L'une des tours a été démolie. La tour ici, c'est la vue de l'intérieur. Il y avait deux magnifiques tours à l'opposé. Et puis, il y avait un boulevard. Il existe des traces encore du boulevard, dans le sous-sol. Et puis, vous aviez une maison ici où le gouverneur de Rennes vivait. Vous avez encore les rainures ou les arbres du pont-levis se replier. Voilà comment il était fortifié avec ogival, une porte ogivale, le passage. Le passage piétonnier, une petite porte n'existe plus, mais là, c'était le passage pour les charrettes, vous voyez tout. La rue médiévale type, avec le fossé au central. Il y avait souvent un fossé auprès de la ville. Les gens évitaient de marcher, bien entendu, dans la rue au centre. Ils tenaient le haut du pavé, d'où l'expression tenir le haut du pavé. Voilà la porte Mordelaise. C'est par là que les ducs faisaient leur première entrée en ville. Alors, ils étaient attendus par les bourgeois. Les ducs, d'abord, priaient dans l'église Saint-Étienne qui était à la sortie, puis arrivaient là à la tête d'un tout un convoi. Ils prêtaient serment de respecter les privilèges de l'église de Rennes, puis les privilèges des bourgeois. Et puis, quand ce serment avait été prêté, les bourgeois, à leur tour, prêtaient serment. Il y avait tout un cortège avec les personnalités, les enfants qui chantaient, tout ça. C'était grandiose. Et tout ce joli monde remontait de chœur vers la cathédrale. Elle est toute proche de la cathédrale d'ici, remontait pour il y avait lieu un tédéum. Voilà, je vous ai résumé rapidement ces fortifications. Encore des fortifications quand même. Rennes, la porte Blanche, la porte de Villeblanche du nom du gouverneur. On ne l'était pas bien haute, la porte de Villeblanche, elle est ici. Une des tours manque déjà. C'est pas un dessin du XVe siècle, hein. Loin de là. Vous voyez les maisons, tout ça, ça a été transformé. Les maisons envahissent souvent l'espace fortifié. Voilà. Je pense que j'ai peut-être encore une autre photo de fortification. Non. Alors, parallèlement à ceci, vous avez une construction monumentale qui se fait à Nantes, c'est le Château des Ducs. Alors, le Château des Ducs, c'est pas n'importe quoi. C'est une forteresse qui appuie un angle de l'enceinte urbaine. S'appuie aussi le port de Briand-Maillard, qui est ici, qui est à ce moment-là l'un des principaux ports encore de Nantes. Et puis, c'est là que siège l'administration. C'est là que les fêtes ont lieu, c'est là que séjournent les officiers, etc. D'où ce château de Nantes qui associe l'utile et l'agréable. Vous avez le grand logis assez sommaire qui est de l'époque avec ces lucarnes que vous avez, ces magnifiques lucarnes. Vous avez la tour de la Croix d'Or, je crois, si mes souvenirs sont exacts, qui est très jolie avec ses loggias, qui est une tour polygonale. Et puis vous aviez le palais du gouverneur. Mais c'est surtout de l'époque, ça c'est, bien entendu, ça a été remanié au XVIe siècle. Il y a eu, à l'époque de Mercœur aussi, des fortifications qui ont été faites.
mais du Moyen-Âge, ce sont ces énormes tours. Et ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est que les tours et l'entrée principale s'est tournée vers la ville. S'est tourné vers la ville, s'est tourné vers la rue Sainte-Radégonde, et on se méfiait, les administrateurs se méfiaient des bourgeois. Voilà, rapidement, je suis obligé de passer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, de ces villes bretonnes, que retiendrai-je encore? Les fortifications, bien entendu, c'est pour ça que j'ai mis l'accent dessus. Les ouvrages utilitaires, beaucoup d'ouvrages utilitaires aussi, qui ont marqué l'histoire de nos villes. Par exemple, ouvrages utilitaires à Nantes, ce qu'on appelle les cailles. Alors les cailles, ce sont des estacades, c'est-à-dire les ancêtres de nos quais en pierre. Il y a encore peu de quais en pierre, sauf à la fosse. Alors ce sont en pierre, on en trouve beaucoup sur les bords de la Loire, dans la région de Saumur en particulier. Ce sont des chemins en pente qui gagnent la Loire où les bateaux, les gabarres, les bateaux locaux, pouvaient s'amarrer. Donc c'est un escalier ou un chemin qui rejoint le cours d'eau. Donc Nantes a beaucoup construit de cailles. Elle a beaucoup construit aussi de hangars, notamment de hangars pour le sel, que l'on appelait les salorges dans cette ville. Alors ne soyez donc pas étonnés si cette ville était devenue un des grands centres commerciaux de la Bretagne. Les Nantais avaient cette particularité, peut-être, ils étaient sédentaires, intermédiaires. Ils étaient intermédiaires entre les marchands de la Loire, de l'Orléanais, de l'Anjou, etc., et les marchands de la côte, depuis le Bordelais, la Charente et puis les Bretons. Ils se déplaçaient relativement peu. Ils commercialisaient par contre ce qu'on leur apportait, c'est-à-dire des quantités impressionnantes de sel et des quantités de vin. Écoutez, 33 000 tonneaux de vin, chaque tonneau représentant à peu près 900 litres, c'est le tonneau bordelais, en 1440. 33 000 tonneaux en 1440. Vous imaginez ces amoncellements de tonneaux, il y avait très peu de hangars, ces amoncellements de tonneaux en même temps que les amoncellements de pierres de construction, etc. C'était énorme. Rennes n'a pas la même activité, je vous ai dit, mais les confréries des merciers qui se développent, cette confrérie des merciers est en relation étroite avec le port du sel de Redon et surtout avec son avant-port de Saint-Malo. Et par Saint-Malo arrivent à Rennes des métaux qui viennent d'Espagne, de Galice espagnole, des fruits exotiques, des confitures qui viennent du Portugal, des fruits, des oranges. On mange des oranges à Rennes et à Nantes, bien évidemment. Et puis beaucoup de bestiaux. Certaines fois, on va jusqu'à vendre 500 bêtes à cornes à Rennes, donc c'est quelque chose d'énorme. Si bien que ces villes ont eu besoin de halles, de centres commerciaux. Et là, l'œuvre a été remarquable. Rennes a construit 4 halles. La halle principale, qui se trouvait dans la vieille cité, a été reconstruite à plusieurs reprises. Puis, près de la place à la Voie, où il y a maintenant, dominant la Vilaine, près de cinéma, ce qu'on appelait le Carthage. Alors, rien à voir avec la cité des Carthaginois, mais Carthage parce qu'on y levait une taxe, le carthage, la taxe du Carthage. Et puis une poissonnerie, une halle pour les céréales. Vous voyez, un travail énorme. Ce ne sont pas de très gros bâtiments, mais c'est quand même important. Nantes, 3 bâtiments, dont la halle centrale de la place du Change, et puis la poissonnerie dans l'île de la Saulzée, une poissonnerie qui était également très importante. Alors, ces halles bretonnes, ce qu'on appelle des cohues en Bretagne, elles sont très particulières. Elles ont, en grosso modo, j'en ai pas parce que les 2 exemples ne sont pas conservés. C'est une nef centrale, comme une église, une nef centrale avec un grand toit,
et puis des toits bas, des toits, en architecture on appelle ça des toits à coyots sur les ailes. Le tout supporté par des piliers sur dés de pierre. Sur les côtés, l'air libre, il n'y a pas de fermeture. Des halles, vous en avez à Questimbert en Bretagne, vous en avez une à Questimbert, vous en avez une à Clisson, les postérieures, et puis vous en avez une à Cran en Bretagne, en Anjou. Vous avez des halles de ce type. Mais une des plus belles, une des plus étonnantes constructions de la Bretagne a été les beffrois. Ce sont les beffrois. Le beffroi, c'est tout un symbole, le beffroi. C'est le symbole de l'indépendance bretonne, de l'indépendance urbaine, excusez-moi. C'est le symbole de la richesse, c'est le symbole de la puissance. Des beffrois, on en voit partout. On en voit dans le nord de la France, en Belgique, des beffrois magnifiques. Certains ont été détruits au cours de la Grande Guerre de 1914-18. Mais dans l'Ouest, il n'y en avait pas beaucoup, sauf bien évidemment à Rouen, le beffroi de Rouen, le gros, avec l'horloge qu'on appelle le gros à Rouen, et puis d'autre part des beffrois à Poitiers, enfin il y en a eu quelques-uns. Je pense que c'est de cet endroit qui est parti, de ces différents endroits que sont parties les influences. Alors un beffroi a été construit à Rennes, à Nantes, place du Bouffay. Nous avons tout le détail dans les Contes des misères. Il y aurait une belle étude à faire, je n'ai pas eu le temps de la faire moi personnellement, à travers les contes, en particulier l'aménagement d'une horloge. J'aurais tout un travail à faire fort intéressant. Par contre, j'ai bien sûr l'horloge de Rennes que je voudrais vous présenter. C'est une horloge très connue. Voilà quelques témoignages. C'est un voyageur français du Buisson au Bennet qui visite la Bretagne au XVIIIe siècle. Un des bâtiments et choses curieuses que l'on voit, où pend une cloche, Madame Françoise, qui est très grosse et estimée plus que celle de Rouen. Voilà ce que nous dit du Buisson au Bennet. Rabelais la connaissait, et il la cite, dans Pantagruel, plus à Dieu, que chacun de vous eut 2 paires de grosses horloges de Rennes, de Poitiers, de Tours et de Cambrai, pour voir l'aubade que nous donnerions au remuement de nos badigouesses. C'est du Rabelais. Voilà cette tour avec Madame Françoise, la cloche Madame Françoise, qui, dans la nuit du 21 au 22 décembre 1720, au cours d'un gigantesque incendie de Rennes, s'est effondrée. Elle s'est effondrée sur les toitures des habitations, écrasant les toitures des habitations. Eh bien, l'horloge de Madame Françoise, nous la connaissons avec précision, avec des détails précis. Cette horloge, je vais vous montrer un dessin, qui avait à peu près une 50aine de mètres de haut, qui dominait donc la ville de Rennes, que l'on voyait à plusieurs lieues à la ronde, et qu'on entendait surtout à plusieurs lieues à la ronde, quand, nous dit un écrivain, étant esgaré en la forêt de Liffré, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il tonne, qu'il grêle, jouit cette grosse cloche de Rennes, car c'est une femelle comme Ové, sur la plomberie de laquelle, si haute que homme de notre âge n'y pourra atteindre, quand je la ouïs, dis-je, sonner de son impétueux éclat, fendre et ouvrir l'air, ça me rassure. Et ça me rassure de ses vaines peurs nocturnes et me remet dans son droit chemin. Alors, il y avait des méchantes langues qui disaient que le son était si gros qu'il faisait avorter les femmes enceintes. Bon, enfin, c'est les méchantes langues qui disent ça. Alors, ben, vous allez la voir avec moi. Vous allez avoir, je vais vous raconter l'histoire de Madame Françoise après. Poursuivons. Bon, je n'aurai pas le temps de vous dire. Voilà un symbole de puissance aussi avec le château de Nantes. C'est la cathédrale de Nantes. La cathédrale de Nantes qui est remarquable, étonnante, qui était très haute, la cathédrale de Nantes. 63 mètres les tours, 100 mètres de longueur, 23 mètres de large, avec 5 portails. Il y en a le portail principal, le portail latéral et 2 portails sur le côté, comme à Tours.
C'était une merveille aussi de construction. Seulement, de sculpture, simplement, la plupart des sculptures datent de la fin du XVe et surtout au XVIe siècle. Donc, on a continué. Alors, c'est une cathédrale qui, maintenant, est isolée au milieu d'une place. Vous avez la préfecture qui est sur votre gauche, mais à cette époque-là, les maisons étaient beaucoup plus rapprochées, hein, et elles dominaient les toits de façon imposante. Bon, mais je n'ai pas le temps d'insister, hein, excusez-moi. Là. Alors, voilà le beffroi de Rennes. Voilà le beffroi de Rennes. Alors, ce beffroi de Rennes, il était construit sur une ancienne tour de la vieille enceinte primitive de la cité que vous avez ici, une tour circulaire. Ça n'avait plus à rien. Si, elle avait une activité. Les hommes et les femmes de petites vertus de la ville, ils venaient y faire leur paillardie, comme dit un texte. Et là, par conséquent, c'était un des grands lieux de la prostitution de Rennes. Et aussi l'église Saint-James qui était à côté, soit dit en passant. Le curé était outré. Quoi. Alors, sur cette souche circulaire que vous voyez, une première galerie, on pouvait circuler avec une première galerie par un escalier. Puis une tour octogonale, attendez, voilà, une tour octogonale, je ne sais pas bien à quoi elle servait, peut-être de remise, souvent c'est ça les tours. Puis ensuite une deuxième galerie couverte, et puis un édicule, par une trappe pour gagner la toiture, un édicule. Et c'est dans cet édicule que vivait Madame Françoise. Alors, une première construction de Madame Françoise a été faite par des Normands, par des gens du Poitou, ou de la limite de la Bretagne et du Poitou. Ils s'appelaient les Gabards, les frères Gabards. Ils ont fait une cloche énorme de 42 000 livres poids. Ils l'ont forgée sur une place de Rennes, énorme. Mais elle a été faite tellement vite qu'elle s'est fissurée. Et au bout de quelques années, après un hiver particulièrement rigoureux, la cloche s'est fissurée. Alors il a fallu en refaire une autre. Ce sont des Normands qui sont venus de Caen, de la région de Saint-Lô, Villedieu-les-Poils, des zones où encore on fabrique des cloches, et qui sont venus faire la Madame Françoise de 29 000 livres. C'est celle qui avait ce gros son qui faisait afforter les femmes enceintes. Voilà les principales constructions de la ville. Que lui dis-je encore? Eh bien, juste quelques mots. On a construit aussi les premières maisons communes, c'est-à-dire les premiers hôtels de ville. Pour Rennes, on a une chance exceptionnelle d'avoir le devis de construction de la maison. Oh, c'est un hôtel de ville tout à fait quelconque, hein, 2 ou 3 pièces, avec une salle de coffre et une salle de réunion, c'est tout à fait quelconque. Et donc, les tribunaux ont été construits. On a construit des tribunaux, ce qu'on appelle des auditoires ou des feuillets. Donc, partout, on a construit. En conclusion sur cette deuxième partie, 5 minutes de conclusion, d'abord, premier enseignement, l'arrivée massive de travailleurs. Imaginez 3 catégories de travailleurs qui s'activent dans nos villes. D'abord, des équipes de brassiers, c'est-à-dire brassiers, vous avez bras, de journaliers, de gens qui creusent les douves, qui font les travaux pour dégrossir les substructions des murs, pour aménager. Alors, ces brassiers, on va les chercher dans les campagnes, mais on va les chercher dans des régions surpeuplées de Bretagne. Et beaucoup de brassiers viennent du pays de Lamballe. D'où l'expression que l'on a souvent donnée, l'emballé, c'est-à-dire l'équivalent des journaliers agricoles. L'emballé, on disait que les Lamballais étaient forts comme des Turcs, qui étaient capables de travailler des heures et des heures. Imaginez quand même des équipes de 300 à 400 Lamballais, recrutés par, passez-moi l'expression, de véritables négriers, dont les curés de campagne, on leur proposait un salaire pour venir travailler à Rennes et à Nantes. Quelquefois 200, 300 personnes. Un mystère pour moi, je n'ai jamais pu l'élucider, où loger ces gens-là. Je ne sais pas où ils logeaient. Dans les tours peut-être, dans des camps, une sorte de terrain de camping de l'époque avec des tentes, c'est possible, mais je n'ai aucun témoignage sur les conditions de vie, à part leur salaire, ce qu'on disait de ces gens. Deuxième chose, les villes bretonnes, Nantes et Rennes, exigent que les habitants des paroisses voisines,
à quelques lieues autour des villes, habitants qui se réfugient dans les villes en cas de danger, viennent participer à des corvées d'entretien des fortifications. Alors, paroisse par paroisse des villes, je vous assure qu'ils étaient, qui venaient avec plaisir, hein, les paroissiens. Hein. Alors, on leur attribuait un lot de terre, ce qu'on appelle une banche. Une banche était attribuée à tel village, une autre banche à tel village, c'est-à-dire, mettons, je ne sais pas moi, l'équivalent de 10 mètres de douve à creuser attribué à tel paroissien. Bon, c'était des véritables lots corvées, les gens se faisaient tirer l'oreille, mais une ville comme Nantes avait un potentiel mobilisable considérable. Et puis la troisième solution était de mettre un pan de mur en adjudication, une tour en adjudication. Un entrepreneur se présentait, généralement un riche bourgeois, soit un professionnel, un maître maçon, soit un riche bourgeois qui se chargeait ensuite de recruter les ouvriers, de recruter une équipe d'ouvriers. Alors cette équipe d'ouvriers, les comptes des miseurs de Rennes et Nantes permettent de suivre leur travail jour par jour, vous entendez bien, jour par jour. Et en même temps, d'avoir des renseignements sur les quantités de matériaux qui étaient utilisés. Car nos villes ont été encombrées par des arrivages massifs de matériaux, des troncs d'arbres, des pierres qui étaient déposées sur les places publiques, en bordure des maisons dans les rues. Vous imaginez, en bordure des maisons dans les rues, il y a eu quand on a aménagé la porte de la poissonnerie à Nantes, la poissonnerie n'a pas pu fonctionner parce qu'il y avait trop de matériaux. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est non seulement des matériaux provenant des douves, des matériaux provenant aussi de la campagne environnante, mais quelquefois des matériaux venant de très loin. Ce qui permet de suivre l'existence, le développement, l'existence de carrières de pierre absolument étonnantes. Par exemple, autour de Rennes, j'ai pu reconstituer les différents centres d'approvisionnement de matériaux de la ville de Rennes, ça va très loin. Et à Nantes, des matériaux de construction sont venus de Saumur. Du tuffeau de Saumur a été utilisé pour les encadrements de fenêtres. De façon générale, plutôt, on utilisait du granit à Nantes, ce qu'on appelait du grison, et plutôt du schiste, le schiste de Pont-Réan ou le schiste briovérien à Rennes. Voilà donc cette partie la plus longue. Je m'excuse un petit peu de cette longueur, mais il fallait voir pour sa topographie. Pendant c'est à 8h30, n'est-ce pas? J'ai une demi-heure, je vais étudier avec vous les problèmes urbains. Vous devinez bien que de tels aménagements en ville, étonnants. Hein. Je vous dis, moi je ne connais pas, c'est pas parce que j'ai étudié Rennes et Nantes, je ne connais pas d'exemple de ville, même Poitiers, bon, qui s'est développé, même Tours, qui s'est développé beaucoup, pareil chantier. Vraiment des villes qui sont encombrées. Eh bien, des problèmes se posent. Le premier problème qui se pose, j'en vois 3. Problème d'hygiène, problème financier et problème administratif. Alors, je vais insister surtout sur le problème d'hygiène et puis je passerai plus vite pour terminer et laisser le temps à une question. Problème d'hygiène, nos villes, eh bien, il y a une expression qui convient parfaitement, ce sont des égouts à ciel ouvert. Nos deux villes, rassurez-vous, j'espère qu'il n'y a pas de Rennais ici et puis de Nantais, ils ne me pardonneraient pas, ont été sales. Ce sont des villes sales. Peut-être pas plus sales que Tours ou Poitiers, mais vraiment sales à cause de ces travaux. Le problème apparaît d'ailleurs très bien dans les vocabulaires utilisés dans les contes, un vocabulaire rudologique. Rudologique, rudus en latin veut dire ordure. Vous avez dans les contes municipaux des deux villes un vocabulaire concernant l'ordure d'une richesse absolument étonnante. On parle d'infection, on parle de bourrier, on parle, les expressions même sont très belles, de bouillon. Les bouillons, c'est les mares. De punésie, punaise. Punésie, c'est tout ce qui est sale. On parle d'incommodité, c'est plus gentil. On parle d'orde, ce qui a donné en français ordure. L'orde, on parle de fiance, on parle d'abomination. Alors, pourquoi tout ça?
Eh bien, parce qu'il existe une pollution. Il existe d'abord une pollution qui est mécanique. Ben, c'est ces tas de gravats. Les gravats, qu'est-ce qu'on en faisait? On les jetait dans la Vilaine. L'île des Vilaines a la particularité, hein, vous avez les noms des fleuves, hein, les 3 fleuves du département de l'île des Vilaines, c'est la Vilaine, la Rance et la Seiche. Ben oui. Bon, l'orthographe, je n'insiste pas, c'est pas tout à fait la même. Enfin, je veux plaisanter. Donc, des gravats, des saletés partout, des saletés matérielles, des abominations humaines et animales. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Les fabriqueurs, c'est-à-dire les responsables de l'église Saint-Saturnin de Nantes, se plaignent des livreurs de farine des boulangeries voisines de leur église. Leur église, disent-ils, est un sacré lieu. Sacré, un lieu sacré. Un sacré lieu. Dans un quartier qui est un des plus hauts et des plus notables de la ville. Ben oui, mais les fournisseurs de blé qui apportent de leur farine attachent leurs chevaux au mur de l'église et vous devinez ce que font les chevaux pendant que les maîtres sont en train de décharger les sacs de farine. Voilà. Dans la paroisse de Saint-Vincent de Nantes, la paroisse de Saint-Vincent, on s'en plaint. Les rues servent de dépotoir en 1493. Les riverains, dit le texte, ont l'habitude de jeter plusieurs infections, bourriers, et ils font leur retrait, c'est-à-dire leur cabinet. Car les gens sont sales. Bon, je vous dirais, j'ai peut-être une vision un peu pessimiste du Moyen-Âge, mais les gens étaient sales. Il est sale, les comptes municipaux de Rennes et de Nantes disent que les gens ont l'habitude de lâcher leurs os dans les rues. Lâcher leurs os dans les rues, c'est leur urine dans les rues. Une des plaisanteries, par exemple, d'ouvriers travaillant à Rennes, près des halles principales de la ville, il y a 2 petites artères principales, c'était de faire pipi sur les passants du haut de leurs échafaudages. C'était une plaisanterie, elle avait été poursuivie pour ça. On expédiait par les fenêtres de Rennes des pots à pisser, ce qu'on appelait des pots à pisser. On les expédiait par les fenêtres, quelquefois en criant, en disant « Rangez-vous, garez-vous, nous vidons nos seaux ». Tout ça pour vous dire que ces gens, sans compter que les gens étaient sales, sur eux, les habits étaient souvent usagés, sans compter qu'il y avait... Je ne parle pas des gens riches, je ne parle pas des riches bourgeois, qui avaient quelquefois presque déjà des salles de bain, mais je parle de l'ouvrier moyen, je parle de l'artisan moyen. Ils n'avaient pas les possibilités de s'estuver, ou lorsqu'ils allaient s'estuver à Nantes, sur les bords de l'Erdre, dans les maisons sur les bords de l'Erdre, ça signifiait qu'ils y allaient non seulement se laver, mais qu'ils y avaient d'autres activités que la morale réprouve. S'estuver au Moyen-Âge, ça veut dire aller au bordel. Voilà ce que ça voulait dire. Donc, voyez-vous, cette image excrémentielle, c'est une image qui est parfaitement visible. S'y ajoutent, bien entendu, les nuisances olfactives, s'y ajoutent les nuisances chimiques. Il y a des produits que les artisans utilisaient, tels que l'alun, tels que l'urine. On utilisait de l'urine, ce qu'on appelle le pisseau à Nantes. Les foulons utilisaient de l'urine pour travailler les draps. L'alun, les oxydes, les peintures avec des oxydes métalliques et tout ça, tous ces produits à faible dose ne sont pas trop toxiques, mais à dose supérieure finissent par salir les cours d'eau, salir les rues et rendre les villes absolument irrespirables. J'ajouterai aussi des dangers. Un exemple très connu à Rennes, c'est l'affaire du conduit de Trégetin. Dans la vieille cité de Rennes, autour de la place du marché à l'avoir, c'est-à-dire le marché, c'est pas l'avoir, hein, l'avoir L'A-V-O-I-R, c'est-à-dire au animalier en latin, aux bestiaux. Il y avait des conduits enterrés ou semi-enterrés, des conduits d'évacuation des eaux usées. Ces conduits non seulement fonctionnaient mal, se bouchaient à chaque orage, mais qui plus est, sur ces conduits débouchaient les canalisations privées. Si bien qu'il suffisait, je ne sais pas moi,
d'un orage un peu violent pour que ces installations se bouchent et pour qu'une eau nauséabonde coule de la place du marché à Lavoir par les marches du Carthage et descende jusqu'à la Vilaine, jusqu'à la Parcheminerie et jusqu'à la Baudrerie, ces deux rues artisanales qui craignaient bien entendu beaucoup la pollution. Donc, voyez-vous, une situation qui est très dramatique, qui est vraiment dramatique dans nos villes au XVe siècle. Alors, quelles sont les solutions qui ont été adoptées? Moi, j'en vois plusieurs qui sont intéressantes. La première solution, ça a été de paver. On a beaucoup pavé au Moyen-Âge et en particulier au XVe siècle. Si au XIIIe siècle, on a pavé intramuros, au Moyen-Âge, on a pavé les grandes artères intramuros. Au Moyen-Âge, on a pavé de préférence les impasses des petites ruelles, les portes fortifiées, les terre-pleins des boulevards et surtout les chemins menant dans les villes, les rues des faubourgs et les chemins menant dans les villes. C'est un travail énorme qui a été fait par les populations. Écoutez, la ville de Nantes, j'ai calculé, à peu près 10 000 toises de pavés relevés et de pavés neufs ont été faits dans les villes. C'est intéressant à plus d'un titre, d'une part parce qu'il y a une fiscalité spéciale qui a été créée pour cela, on a levé des impôts spéciaux pour ça, et intéressante aussi parce qu'on voit très bien l'orientation des travaux. Dans ces dépenses, 29% de ces dépenses concernent la partie de la ville, le Bourgmain, et la partie de la ville qui est tournée vers la route de Redon et la route de Vannes par le quartier de la Fosse. C'est-à-dire le quartier des affaires, le quartier du grand négoce, le quartier aussi où il y avait pas les carrières de Miséric, Chantenay. Donc, une zone où les pavés s'usaient très vite, en 30 ans, les pavés d'une rue sont usés, une zone extrêmement importante du point de vue économique. Le deuxième secteur de travaux, vous ne serez pas étonnés si je vous dis à peu près 26%, le chemin de Paris, c'est-à-dire la porte Saint-Pierre que vous avez vue, Saint-Clément, Richebourg, il y avait également des carrières, et puis c'est la route de Paris, la grande route de Paris, il fallait qu'elle soit propre. Troisième secteur de travaux importants, les ponts et la direction de Saint-Sébastien. C'est tout à fait logique. C'est la route du Poitou. Donc la route du Poitou, c'est une route. Et détail curieux, on a relativement peu travaillé au Moyen-Âge, route de Nantes. C'est curieux parce que ça s'est poursuivi pendant des siècles, ça, jusqu'à une époque récente. Les Nantais travaillaient peu, les relations entre Nantes et Rennes étant des relations souvent tendues, la route de Nantes à Rennes était une route qui, longtemps, a été mal aménagée, s'est avérée extrêmement dangereuse. Maintenant, c'est terminé, bien évidemment, ce que je dis, c'est terminé, ça n'a plus de valeur, mais à cette époque-là, c'était ainsi. On a créé aussi, à cette époque, beaucoup de fosses, ce qu'on appelle des fosses, des trous perdus. Les fosses des trous perdus, ce sont les déchetteries. On croit toujours qu'on a inventé les déchetteries, mais non, les déchetteries ont été mises en place, beaucoup ont été mises en place au Moyen-Âge. Elles ont été mises en place au Moyen-Âge, mais souvent mal mises en place. Parce que les déchetteries, ce sont des trous qui sont creusés dans le sol, qui ont la forme d'un tonneau, renforcés par des madriers ou par des briques, mais qui laissent l'eau s'infiltrer dans le sol et polluer le sol. Et détail curieux, à Nantes, la zone des déchetteries correspond à la zone de la préfecture actuelle. Vous voyez la préfecture actuelle, si vous êtes allé à Nantes, à côté, c'est-à-dire à même pas 100 mètres de la cathédrale. Alors, on a pollué tous ces secteurs de l'actuelle préfecture et du même coup, on pollué parce que les eaux s'infiltraient, salissaient beaucoup. Détail curieux, je n'ai jamais pu m'expliquer, c'est que les gens n'étaient pas plus malades que d'autres. Nous, dès qu'on prend un tout petit peu une nourriture un tout petit peu avariée ou qu'on prend de l'eau qui est un peu polluée, on est malade. Les gens du Moyen-Âge, ils buvaient ces eaux-là, ils buvaient l'eau de la Loire aussi. On a aménagé aussi de façon spectaculaire le Toupt à l'égout, de différentes façons, soit en canalisant et en recouvrant ce qu'on appelait des merderons
des merderons, c'est-à-dire des cours d'eau particulièrement sales, qu'on a transformés, joculés, etc., des cours d'eau invraisemblables qu'on a transformés en égouts, en recouvrant d'une dalle de pierre, soit en aménageant de véritables égouts, des égouts à Rennes en particulier. Les plus beaux égouts que je connaisse en Bretagne sont à Vannes. Mais on a aménagé à Nantes aussi des égouts bien construits, avec une dalle inférieure en pierre de taille, une dalle supérieure en pierre de taille et le côté en blocage. Ce sont des égouts d'1 mètre. C'est pas excessif. On en a, mais enfin, 1 mètre, 1 mètre 30 de haut. 1 mètre de large, il y en a à la parcheminerie, il y en a à la baudrerie, des égouts qui ont été repris ensuite au cours des siècles. Le Moyen-Âge, du point de vue aménagement d'égouts, a été une époque très importante. Vous le savez tous à Paris, puisque c'est le cas à Paris. On a multiplié aussi les retraits ou les chambres, les chambres aisées, c'est-à-dire les cabinets privés et les cabinets collectifs. On parle toujours des cabinets romains. C'était des bâtiments immenses avec une peinture ou avec plusieurs sièges les uns côté des autres où l'on faisait la conversation. Plutôt que d'aller au cinéma, on regardait la télévision, on allait au cabinet, on rencontrait son voisin, on discutait. C'est ça, non mais je plaisante. Eh bien, des cabinets ont été aménagés aussi sur les bords de l'Erdre. Malheureusement, le Moyen-Âge en a aménagé aussi au sommet des tours. Beaucoup au sommet des tours. Les tours les plus petites avaient souvent cet usage. Vous avez un dessin du Décaméron qui représente des cabinets qu'on a aménagés dans une tour. Eh bien, c'est à peu près la même chose. Enfin, et surtout, un système de répurgation a été mis sur pied dans certaines villes. Et Nantes, dans ce domaine, a été à l'avant-garde du progrès. Il y a une ville quand même qui a été plus moderne encore, je vais vous le dire dans un instant. Nantes a en effet créé un service de répurgation 2 fois par semaine. Eh oui, 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Un tombereau passé avec un charretier, c'était généralement un paysan laboureur de la campagne qui avait passé un contrat avec la ville, passé avec ses domestiques et levé les ordures de la ville. 2 fois. Il y a des villes encore actuellement où on ne passe pas 2 fois par semaine. J'ai dit par jour, peut-être, j'ai peut-être fait l'erreur. C'est par semaine, le mardi et le vendredi. Eh bien, Nantes est une ville très moderne dans son âge. Il y a un contrat, par exemple, de 1516 qui est extrêmement intéressant avec un certain Jean Le Nain. Mais il y a une ville plus moderne encore, c'est la ville d'Angers. Parce que non seulement à Angers, il y avait un charretier qui passait 1 jour par semaine, mais son itinéraire était fixé avec précision, avec ses arrêts. On sait qu'il devait être dans telle rue, à telle heure, telle rue, à telle heure, etc. Il y a eu toute une étude. Il y a une revue qui s'appelle la revue 303, qui est du Val-de-Loire, qui est le conseil régional de la Loire qui le publie, sur l'architecture et tous ces problèmes. Et il y a eu une étude sur la pollution, une étude importante. Je vais terminer 5 minutes pour laisser le temps de poser des questions, éventuellement. Problème financier, bien entendu, il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent. Alors, au XIVe siècle, qu'est-ce qu'il y avait comme argent, comme sous ? L'argent provenant des droits seigneuriaux. Le duc était seigneur de Rennes, l'évêque était seigneur de Rennes, le duc était seigneur de Nantes. Il y avait plusieurs personnes qui étaient seigneurs de la ville de Rennes ou de la ville de Nantes. Alors, ils percevaient ce que l'on appelle des revenus immuables, tels que les loyers sur les maisons qui ne changeaient pratiquement pas, et ils levaient de temps en temps des tailles. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'était bien insuffisant. Les revenus seigneuriaux ne suffisaient pas. Pas plus que les revenus des hôpitaux pour entretenir les bâtiments des hôpitaux, pas plus que les revenus des confréries de métiers. Il y avait une vingtaine de métiers avec statut, ça ne marchait pas non plus. Alors, une des innovations, deux innovations majeures. Premièrement, les villes ont reçu des subventions de l'État. Subventions de l'État et même un impôt de l'État que l'on appelle les aides en Bretagne. En France, les aides, ce sont des taxes sur les marchandises. En Bretagne, c'est un impôt direct qui pèse sur les villes. Sur les campagnes, pèse un autre impôt qui s'appelle le fouage et qui se lève par feu et qui est beaucoup plus lourd. Les villes étaient exonérées de fouage, payaient les aides. C'était un impôt qui ne rapportait pas beaucoup, à peu près 2% d'un budget ducal de 400 000 livres. Ce n'est pas grand-chose.
Le devoir d'impôt aussi sur les vins était important. Mais ce n'est pas ça que je voudrais venir. Ce n'est pas les subventions qui expliquent tout. Ce qui explique la transformation des villes, c'est la création de ce qu'on appelle des deniers communs. C'est le duc Jean IV qui, le premier, a lancé cette mode qui a été reprise par la suite, et vous allez être étonné par ce que je vais vous dire. Ces impôts, ces deniers communs, sont représentés par des octrois que l'on appelle en Bretagne des devoirs de cloison. Cloison veut dire fortification et veut dire impôt. C'est significatif quand même. Hein. Impôt en majorité pour les fortifications. On a créé donc un impôt, des impôts sur les cloisons, ce sont des octrois. Des octrois avec tout un tarif qui est consigné sur des pancartes. Alors c'est indiqué par tonneau de... Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Alors on a créé une taxe. Les Français sont imaginatifs en matière d'impôts, n'est-ce pas, hein? On a créé une taxe qui s'appelle le billot, ou qui s'appelle l'appétissement. Alors c'est une taxe qui porte sur la consommation du vin et du cidre. En principe, ce sont les taverniers qui paient la taxe. Ce sont eux qui paient la taxe. Mais ils récupèrent leur argent sur les consommateurs en appétissant les mesures à distribuer le vin, c'est-à-dire en leur donnant un grand culot. C'est ce qu'on appelle le polionné maintenant. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une bouteille qui ont un culot énorme. Hein. Alors ils avaient différentes bouteilles comme ça, ce qu'on appelle le polionné. Et le polionné, c'est impossible à en trouver. Moi, j'aurais voulu en acheter une bouteille. Dans tous les restaurants du Saumurois, ils en ont, mais ils ne vendent pas, bien entendu, leur polionné. Ils les gardent pour eux. Ensuite, ça ne suffisait pas. Eh bien, ils ont créé des impôts qui s'appellent le 10 le 21 sous, c'est-à-dire 10 sous, 20 sous par tonneau de vin. La conséquence de tout cela, je vais vous la donner, ça va vous le donner. Les impôts sur les vins représentent à peu près 60 à 70% des recettes urbaines qui, à Rennes, au début des années 1418, comme à Nantes, pareil, étaient à peu près de 2000 livres par an, le prix d'une tour, et qui sont arrivés à 10 000 livres par an, 10 000 livres, monnaie bretonne, 10 000 livres par an à la fin du siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est avec leur gosier que les Bretons ont construit les fortifications. Ils se sont dévoués, ces braves gens. Ils ont bu d'abondance le vin breton, le vin étranger. Il fallait un certain courage pour avoir le vin breton, le vin nantais et le vin étranger orléanais, etc., pour construire leurs fortifications. 60 à 80%, ça dépend des endroits, auxquels j'ajoute 3% pour les ponts en moyenne, et puis à peu près 2% pour l'artillerie. C'est triste, au fond, cette histoire. Je vais prendre un ton lugubre, mais c'est quand même un peu triste. Voilà des gens qui se dévouent, qui boivent au point d'en attraper des cirrhoses pour des fortifications qui finalement n'ont pas servi. Ben, oui, vous connaissez l'histoire de la Bretagne. S'ajoutait enfin, pour terminer, l'apparition d'un personnel spécialisé. Parce qu'il a bien fallu un personnel pour gérer tous ces deniers publics, ces deniers communs, pour administrer les villes, pour diriger la construction des fortifications. Alors les villes bretonnes, sur le tard, se sont dotées de toute une administration. Ils s'entendaient bien avec leurs seigneurs, avec les ducs de Bretagne. Il n'y a pas eu de révolte, de grave révolte, sauf à Saint-Malo. Et encore, c'était contre l'évêque. Mais il n'y a pas eu de révolte, si bien qu'ils s'entendaient bien. Donc il y a deux pouvoirs dans les villes bretonnes. Le capitaine-gouverneur, qui représente le duc, mais qui n'est pas souvent là, il vit à la cour, il est en même temps chambellan, il a toutes sortes d'activités, ou d'autres activités, donc il vient pas dans les villes ou très peu. Il est représenté par son lieutenant ou par son connétable. Généralement, ce sont des nobles, quelquefois de grand lignage, mais souvent des petits nobles, des écuyers, des chevaliers, qui touchent des gages. Oh, ils ne sont pas très importants, ces gages, mais enfin, ils restent quand même des gages valables. Parallèlement à cette administration ducale, avec un receveur ducal, etc., bon, il y a sénéchal pour la justice, vous avez une administration urbaine qui est admise maintenant, qui est tolérée, avec l'ancêtre de nos maires, qui s'appelle le procureur des bourgeois.
Procureur, procurare, il représente les bourgeois dans les instances aux États de Bretagne ou dans les députations à la cour ou pour toute autre raison. Hein, pour vérifier si le mariage de la duchesse Anne avec Charles VIII a été réellement consommé. Il y a 6 bourgeois de Rennes qui se sont dévoués pour assister à la nuit de noces derrière une tenture à Angers. Je ne plaisante pas, je dis la vérité. Et ils sont intéressants, ces 6 bourgeois, parce qu'ils ont profité de l'occasion pour nous laisser une note de frais spectaculaire. Ils se sont dit, puisqu'on va à Angers, eh bien, on va boire et on va consommer, comme quand ils ont mangé tout ce qu'il y avait de bien, ils l'ont mangé là-bas. Bon. Deuxième personnage important, le miseur, le comptable, qui est en même temps entrepreneur responsable des travaux, sous le contrôle d'un contrôleur, parce que dans l'administration bretonne, il y a toujours quelqu'un qui surveille l'autre. Hein. Et puis des fonctionnaires particuliers tels que les gardes des portes, le responsable de l'artillerie, le responsable de toutes sortes de choses. Une histoire urbaine, tragique finalement, qui se termine mal. Parce que le duc de Bretagne, François II, et sa fille, la duchesse Anne, ne se sont pas entendus avec Louis XI et avec Charles VIII au départ. D'où une terrible guerre que l'on appelle les guerres d'indépendance. Je n'aime pas du tout le terme parce que la Bretagne n'était pas indépendante, c'était un fief de la couronne. Mais pour ses libertés, elle a combattu pour ses libertés. Donc une guerre qui a commencé avec des épisodes avant, mais qui a été surtout marquée en 1487-1491, la lutte du pot de fer contre le pot de terre. L'artillerie bretonne était à moitié rouillée, vous ne pouvez pas vaincre les Français, ce n'était pas possible. La bataille de Saint-Omer-du-Cormier était catastrophique pour ça. Donc, des guerres, des destructions volontaires des bourgeois pour écarter la ligne de tir, pour empêcher l'ennemi d'occuper les faubourgs. Eh bien, ils ont brûlé les faubourgs entiers, si bien qu'ils ont laissé des dettes considérables aux municipalités qui ont succédé, ou des destructions volontaires des troupes françaises. Les Français ont beaucoup pillé, les Bretons aussi, il faut être juste. Hein. Au siège se sont ajoutées les maladies, les pestes, les famines, etc. Donc vous voyez, c'est ça que je voulais revenir sur un pourcentage. 60, 70, 80% selon les années des dépenses pour les fortifications, tout ça pour rien. Nantes a capitulé. Rennes, ses faubourgs ont été détruits. La duchesse Anne, qui s'était réfugiée dans Rennes, a finalement capitulé et accepté le mariage avec Charles VIII. C'est sur la notion de mariage que je terminerai. Je vous remercie de m'avoir entendu.